Plusieurs superstars de la WWE ont acquis une réputation pour leur vie sexuelle débridée. Que ce soit par des aveux personnels, des rumeurs en coulisses ou des controverses. Certains catcheurs sont allés si loin que leur carrière entière a été marquée par leurs frasques scandaleuses, controversées et carrément délirantes. Ric Flair ne s'est pas contenté de vivre le gimmick. Il était son gimmick. Le champion du monde à 16 reprises, qui roulait en limousine, portait une Rolex et buvait du champagne, était aussi fier de son CV dans sa chambre à coucher que de sa carrière de catcheur. Et si l'on en croit ses propres mots, le Nature Boy a mis plus de femmes en jambes qu'il n'a jamais mis d'adversaires. Et d'après ce qu'il a dit à ESPN dans 30 for 30, son compte officiel est de 10 000. Et honnêtement, avec son emploi du temps, 10 000 n'a pas l'air si fou que ça. Il luttait 4 nuits par semaine, visitait une nouvelle ville chaque jour et traitait les after-parties comme si elles faisaient partie de son travail. Certains l'ont cru, d'autres, comme Bret Hart, l'appelaient Carney Math, divisé par 5. Mais que le nombre soit de 2000 ou de 10 000, une chose était claire. Ric Flair ne quittait jamais une arène seul. Flair ne courait pas après les femmes, il les laissait le poursuivre. Et il avait une stratégie si parfaite qu'elle aurait pu être mise en place par Vince McMahon lui-même. Flair ne se contentait pas d'entrer dans un bar, il faisait une entrée remarquée. Limousine, des robes à 10 000 $, des Rolex qui clignotent. Chacun de ces mouvements était un moment fort de la soirée. Son entourage n'avait qu'une tâche, rappeler à tout le monde qu'il était champion du monde. Vous voulez voir comment les champions se détendent? Boum, c'est comme ça que ça se passe. Ric était une promotion de coureurs de jupons ambulants. Chaque soir, c'était un spectacle de Broadway et le « Woo » était son appel à l'accouplement. L'ancien écrivain de la WCW, Ed Ferrara, l'a bien résumé. Flair n'avait pas besoin de phrases de drague. Toute sa technique était une technique de drague. Les robes, la prestance, les références à Space Mountain, c'était du théâtre de phéromones. Pour ceux qui l'ignorent, Space Mountain était la métaphore de Flair pour son, disons, son coup de poing. Le plus vieux manège du parc, mais la plus longue file d'attente. Ce n'était pas seulement un slogan, c'était un mode de vie. Une fois la cible verrouillée, Flair scellait l'affaire avec la confiance qu'il était le seul à avoir. Dans un avion, il se penche vers une hôtesse de l'air et lui murmure « J'ai piloté ces engins. Tu veux voir le cockpit ?» À l'hôpital, alors qu'il sortait tout juste d'une opération, il a dit à une infirmière « Vous avez soigné mon genou. Maintenant, soignez mon cœur. » Dans les coulisses d'un spectacle, il promettait aux assistants de production du temps d'écran pour qu'ils se rendent compte que le seul écran en question était la télévision d'une chambre d'hôtel. Les résultats sont inégalés. Même sa propre équipe de route admettait que Flair pouvait parler pour se sortir de n'importe quelle situation et de n'importe quelle conséquence. L'histoire la plus folle de Flair s'est déroulée à Tokyo en 1991. Après un spectacle de la New Japan Pro Wrestling, Flair avait prévu d'organiser une after-party à son hôtel. Le problème? Trop de femmes se sont présentées. Selon la tradition du catch, la sécurité de l'hôtel a dû refuser 27 femmes parce que la suite avait déjà atteint sa capacité maximale. La vie amoureuse de Flair n'était pas seulement une série de coups d'un soir. C'était une véritable saga d'excès, d'infidélité et de ruine financière. 5 mariages, 5 divorces et suffisamment de pensions alimentaires pour faire transpirer un milliardaire. Il s'est marié 5 fois entre 1971 et 2022. D'abord Leslie Goodman, puis Elizabeth Harrell, puis Tiffany Van de Mark, puis Jackie Beams et enfin Wendy Barlow. Sauf avec Wendy, ils ont fait les vœux, mais jamais la paperasse. Même le gouvernement n'a pas pu suivre sa vie amoureuse. Les catcheurs qui ont fait des tournées avec Flair ont vu la folie de première main. Un cadre de la WWE a déclaré un jour « Nous avions un fonds Flair pour le renflouer lorsqu'il dépensait 10 cartes de crédit pour des groupies. » Les habitudes de dépenses de Flair étaient tout aussi légendaires que sa vie amoureuse. 3 millions de dollars par an, costumes sur mesure, Rolls-Royce, des notes de bar à 10 000 $. Je pouvais entrer chez n'importe quel concessionnaire et repartir en Mercedes. J'étais Ric Flair. Sa vie n'était qu'une suite d'excès, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a si bien brouillé les pistes entre le kayfabe et la réalité que même lui ne connaît probablement plus le vrai chiffre. Et si vous demandez à Ric, Space Mountain ne ferme jamais, bébé. Au moins, Flair n'a pas autant d'accusations que cet autre homme. Pendant des décennies, Vince McMahon n'était pas seulement le patron de la WWE, il était le roi de son propre empire. The chairman of WWE, the
boss is here. Les championnats, les intrigues et les audiences télévisées étaient tous secondaires. Sa véritable obsession était le pouvoir et le contrôle. Et si les allégations sont fondées, les femmes qui travaillaient pour lui. Des liaisons en coulisses au règlement de plusieurs millions de dollars, en passant par des accusations carrément dégoûtantes, la vie privée de Vince était un scandale ambulant. Et le plus fou, c'est que selon d'anciens employés, tout le monde à la WWE était au courant. Et pourtant, malgré des années de rumeurs, McMahon a continué à faire tourner son empire jusqu'à ce que tout s'écroule. La prostitution de Vince n'était pas qu'une rumeur, elle faisait partie de l'ADN de la WWE. Les catcheurs, les arbitres et les dirigeants ont assisté à la scène en temps réel, mais personne n'a osé défier le patron. Vince, lui-même, ne l'a jamais nié. Dans une interview accordée à Playboy en 2001, il a carrément admis avoir trompé sa femme Linda à plusieurs reprises, ajoutant « Je ne lui ai jamais menti. Je ne lui ai jamais menti. » Oui, ça l'a anéanti. Il ne s'agissait pas d'une confession coupable, mais bien d'une vantardise de Vince. Et dans les coulisses, les choses ont empiré. En 1986, la première femme arbitre de la WWE, Rita Chatterton, a accusé Vince de l'avoir dans une limousine. En 2005, une catcheuse anonyme a affirmé que Vince l'avait rétrogradée après qu'elle eut refusé de lui faire une fellation. Un an plus tard, en 2006, un manager de la WWE aurait reçu $1 million pour garder le silence sur sa relation avec Vince et en 2008, un entrepreneur a accusé Vince d'avoir envoyé des photos explicites avant que la WWE ne paie pour un règlement discret. En 2019, la liaison d'une assistante juridique avec Vince s'est soldée par un accord de confidentialité de $3 millions et une augmentation de salaire à un moment suspect de $100,000 à $200,000. Et puis, il y a eu Janelle Grant. En 2024, Janelle Grant a intenté un procès retentissant qui a fait passer les allégations précédentes pour de la poudre aux yeux. Elle accuse Vince de trafic sexuel, de l'avoir forcé à se produire pour des catcheurs, d'avoir utilisé des jouets sexuels portant le nom de superstar de la WWE et d'avoir déféqué sur elle lors d'une partie à 3. Oui, c'est bien cela. Vous avez bien entendu. Le procès cite également Brock Lesnar comme une personne pour laquelle Vince l'aurait forcé à créer du contenu explicite. Vince aurait dit à Janelle Grant « Tu feras tout ce que je veux ». Elle affirme que pendant plus d'1 an, Vince a contrôlé tous les aspects de sa vie, lui faisant des promesses de carrière tout en la piégeant dans des situations horribles et dégradantes. Et pourtant, ce n'était qu'une partie d'un schéma plus large. Entre 2005 et 2022, le conseil d'administration de la WWE a découvert que $19,6 millions avaient été dépensés pour des accords de confidentialité et des règlements à l'amiable afin d'étouffer l'inconduite de Vince. Même John Laurinaitis, l'ancien responsable des relations avec les talents de la WWE, a été mis en cause, accusé d'avoir aidé à arranger des règlements tout en participant à sa propre inconduite. Lorsque Netflix a commencé à produire son documentaire sur M. McMahon, la vérité était déjà trop grande pour être cachée. Un initié de la WWE a déclaré « Il utilisait les appartements de la WWE pour ses liaisons. Il donnait des augmentations de salaire aux femmes avec lesquelles il couchait. Et il faisait tout cela comme si cela faisait partie de son travail. » Pendant des années, Vince a dirigé la WWE comme un dictateur, intouchable, inarrêtable et au-dessus des règles. Mais en 2022, les murs ont fini par céder. Après qu'une enquête du conseil d'administration a mis au jour des paiements occultes, des liaisons secrètes et des dissimulations d'inconduite, Vince a démissionné de son poste de PDG de la WWE. En 2023, Endeavor rachète la WWE et Vince est discrètement évincé. Puis, en 2024, le procès de Janelle Grant a tout fait exploser. Et c'est ainsi que l'homme le plus puissant du catch a été exilé de son propre royaume. Vince n'était pas seulement un promoteur de catch milliardaire, c'était aussi un super vilain dans la vraie vie. Son héritage est constitué d'un mélange de contrats de milliards de dollars et d'allégations si troublantes qu'elles ressemblent à une mauvaise histoire de l'ère de l'attitude. Les livres d'histoire du catch se souviendront peut-être de lui comme d'un génie, mais les poursuites judiciaires brossent un tableau bien plus sombre. Et en fin de compte, aucune somme d'argent n'a pu empêcher la vérité d'éclater au grand jour. En parlant de controverse, avant même que l'ère de
l'attitude ne porte un nom, Shawn Michaels la vivait déjà. Le Heartbreak Kid n'était pas seulement un personnage, c'était un style de vie. Les collants, la coupe de cheveux majestueuse et l'ego incontrôlable. Et quand il s'agissait de femmes, Shawn ne se contentait pas de briser les cœurs, il les mettait à la retraite. Des rencontres dans les bars aux liaisons en coulisses, des pom-pom girls aux divas, HBK a laissé une traînée de relations brisées et d'histoires abracadabrantes. Et si vous demandez au catcheur qui était Walla, la vie sexuelle de Shawn était tout aussi imprévisible que sa carrière. Son comportement de coureur de jupons n'a pas commencé avec D-Generation X, il a commencé avec The Rockers, où lui et Marty Jannetty étaient les mauvais garçons de haut vol de la WWE. Mais alors que Jannetty était heureux de faire la fête et de s'arrêter là, Shawn avait d'autres priorités. Selon l'ancien road agent de la WWE, Tony Garea, Shawn était toujours celui qui s'occupait de la foule, en particulier des femmes. Marty rentrait à l'hôtel et Shawn était dehors, agissant comme s'il auditionnait pour un rôle dans James Bond. Marty Jannetty lui-même a admis que les femmes étaient une source majeure de tension entre eux. Nous terminions un match et avant même que je puisse atteindre les vestiaires, Shawn était déjà parti, avec 2 ou 3 femmes. J'ai commencé à l'appeler le Midnight Rider parce qu'il disparaissait toujours avant le lever du soleil. Les Rockers se sont séparés en 1992 lorsque Shawn a envoyé un super kick à Jannetty à travers la fenêtre d'un salon de coiffure. Mais les vraies fissures dans leur partenariat s'étaient formées bien avant, alimentées par la jalousie, l'ego et la réputation grandissante de Shawn en tant que playboy de la WWE. En 1992, Shawn avait pleinement adopté le personnage du Heartbreak Kid, un homme à femme arrogant qui volait les petites amies aussi facilement qu'il volait le spectacle. Mais selon les initiés de la WWE, ce gimmick n'était pas un acte, c'était juste Shawn poussé à 100%. Sa musique d'entrée, Shawn a personnellement insisté pour garder la ligne « I'll make you scream tonight ». Son alchimie à l'écran avec Sensational Sherry, disons que ce n'était pas que de la comédie. Selon la femme elle-même en 2007, Shawn avait cette énergie. On répétait les promos et tout de suite après, on répétait d'autres choses. Disons que son surnom de Heartbreak Kid n'était pas seulement pour les fans. Le scénariste de la WWE, Vince Russo, a confirmé plus tard, Shawn ne se contentait pas de jouer le rôle du Heartbreak Kid. Il le vivait. La façon dont il faisait des clins d'œil aux fans, la façon dont il se pavanait devant les femmes au bord du ring, tout cela n'était qu'une extension calculée de ce qu'il était en coulisses. Et derrière les portes closes, Shawn avait un système de repérage complet pour trouver des femmes après les spectacles. Terry Reynolds a déclaré un jour, Shawn organisait des interviews dans sa chambre d'hôtel, prétendant qu'il cherchait un valet. Les filles les croyaient vraiment qu'elle pourrait rejoindre la WWE si elle l'impressionnait en privé. L'une des femmes qui s'est laissée prendre au jeu est Sunny. En 1995, la vie sexuelle de Shawn était entrée dans la légende des vestiaires, et c'est alors qu'est arrivée Sunny. La première diva de la WWE était la femme la plus téléchargée sur Internet, mais dans les coulisses, elle était aussi la vraie petite amie de HBK, tout en restant techniquement avec son partenaire de longue date, Chris Candido. En 2024, Sunny a affirmé que Vince McMahon était au courant de notre existence. Il nous donnait même son vestiaire privé après les spectacles. Shawn et moi, on avait une alchimie qui ne pouvait pas être simulée. Mais c'était désordonné. On se disputait, on se réconciliait, puis on se disputait encore pour savoir qui aimait le plus la lumière des projecteurs. Leur liaison est devenue si flagrante que les vétérans des vestiaires ont commencé à appeler Sunny la click chick. L'arbitre Earl Hebner a déclaré « Il disparaissait pendant des heures pendant les tournées. Une fois, nous avons dû retarder un match parce que Shawn était indisposé avec Sunny dans le placard d'un concierge. Mais aussi vite qu'elle avait commencé, la relation s'est effondrée, Sunny affirmant que Shawn donnait la priorité à son ego sur tout, même sur moi. En 1996, la querelle entre Shawn et Davey Boy Smith est devenue personnelle lorsqu'il a été accusé d'avoir fait des avances à la femme de Smith, Diana. En 1997, les choses se gâtent. Lors de la tristement célèbre fête Rockers Reunion, 3 femmes ont prétendu avoir été droguées à la fin de la soirée. Avant le Royal Rumble de 1998, Shawn aurait manqué une réunion de production après avoir passé une nuit blanche avec 2 fans. Et puis, il y a eu l'accusation de Brutus Beefcake, qui a fait l'effet d'une bombe. En 2006, Brutus a déclaré « Shawn et Marty Jannetty avaient l'habitude de s'envoyer en l'air lors des after-parties. Ce n'était pas consensuel, c'était de la prédation. » Shawn a nié avec véhémence ces allégations, déclarant en 2024 « J'ai eu des problèmes, mais je n'ai jamais eu besoin de drogue pour être avec une femme. En fait, mon problème était de dire non à celles qui
qui se jetaient sur moi. Mais en 1998, le style de vie sauvage de Shawn a fini par le rattraper. Il a perdu son sourire et s'est éloigné de la WWE. Il a épousé une femme nommée Whisper, une Nitro Girl, et a trouvé Dieu. Le Heartbreak Kid est officiellement à la retraite. Du moins, c'est ce qu'il voulait que les gens pensent. Shawn Michaels était l'un des plus grands catcheurs de tous les temps, mais sa vie privée était son propre Royal Rumble. Sa réputation en coulisses était fondée sur l'ego, le pouvoir et la confiance pure, et son gimmick de Heartbreak Kid était si réel que même les vétérans de la WWE n'arrivaient pas à dire où finissait l'acte et où commençait l'homme. Et même si Shawn s'est amendé plus tard dans sa vie, ses exploits des années 90 restent légendaires, car lorsqu'il s'agissait de titres, de drames et de femmes, The Heartbreak Kid obtenait toujours la victoire. En parlant de légende, Batista n'était pas seulement une bête sur le ring, il était aussi une bête dans la chambre à coucher. La Animal de la WWE ne courait pas seulement après les championnats, il courait aussi après les divas, et si l'on en croit les histoires, il a eu plus de femmes que certains catcheurs n'ont eu de titres. Des triangles amoureux au drame des vestiaires, en passant par un flirt sur Twitter qui a mis les fans de la WWE en ébullition, l'histoire des relations amoureuses de Batista est tout aussi riche en action que sa carrière de catcheur. Avant de devenir l'une des plus grandes stars de la WWE, il n'était que Dave Bautista, un catcheur en difficulté avec un passé mouvementé et une vie amoureuse aussi chaotique que sa carrière. Sa première femme, Glenda, date de l'époque où il n'était pas encore à la WWE. Elle n'a pas connu de drame de catch, juste un premier mariage standard qui s'est terminé par un divorce en 1998. Sa deuxième femme, Angie, était celle avec laquelle il était marié pendant son ascension à la WWE. Leur mariage s'est terminé en 2006, au moment où Batista devenait une méga star, et Batista célibataire. C'est là que tout commence. Après son deuxième divorce, l'animal est officiellement libéré. Avec 2 divorces derrière lui, Batista a pleinement embrassé le style de vie de rockstar de la WWE. Qu'il s'agisse de fréquenter les intervieweurs ou de voler la fille d'un autre catcheur, l'homme n'avait pas froid aux yeux. Après son deuxième divorce, Batista n'a pas hésité à revenir sur le devant de la scène. Il a rencontré Rebecca DiPietro, une intervieweuse de la WWE et une ancienne participante au concours Diva Search. Les deux ont eu une aventure rapide qui a duré à peu près aussi longtemps que les titres de Batista, soit 4 mois. Après leur séparation, Rebecca a quitté la WWE, prouvant ainsi que sortir avec The Animal n'était pas toujours synonyme d'avancement de carrière. C'est là que les choses se gâtent. Selon plusieurs sources, Batista et Melina ont eu une relation en 2007. Le seul problème, elle était déjà en couple avec John Morrison. Batista a admis dans son autobiographie qu'il était tombé amoureux d'elle. Mais il y a un problème, elle sortait déjà avec John Morrison. Il ne s'agissait pas d'un simple flirt en coulisses, mais d'un véritable triangle amoureux. Et Morrison, il n'était pas vraiment l'alpha dans cette situation. Selon certaines sources, Vince McMahon aurait perdu son respect pour lui parce qu'il ne s'est pas défendu. À la WWE, perdre un titre est une chose, mais perdre sa copine à cause de Batista, c'est un suicide professionnel. Cette situation aurait nui à la progression de Morrison à la WWE, montrant que dans le catch, même les triangles amoureux peuvent être difficiles à gérer. En 2008, les relations amoureuses de Batista ont commencé à faire les gros titres. Sa prochaine histoire d'amour très médiatisée, Kelly Kelly. À l'époque, elle avait 21 ans et Batista approchait les 40 ans. Lors d'une interview radio en 2008, Batista a admis que la différence d'âge était trop importante, qualifiant Kelly d'un peu immature, ce qui est une façon gentille de dire « elle était trop jeune pour supporter The Animal ». Leur relation s'est terminée au bout de quelques mois, mais au moins, elle a duré plus longtemps que sa carrière de catcheuse. La rumeur d'une relation entre Batista et Rosa Mendes a commencé à circuler en 2009, et Big Dave l'a lui-même confirmé. Lors d'une interview à la radio, Batista a confirmé qu'ils avaient eu une relation pendant quelques mois. Mais, comme la plupart des relations qu'il a eues à cette époque, elle s'est terminée sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Rester avec Batista plus de 6 mois était déjà un exploit en soi. À ce stade, il s'est forgé une véritable réputation d'homme à femme de la WWE. Après des années d'aventures et de drames dans les vestiaires, Batista s'est rangé pour un temps. Il a épousé Sarah Jade, une danseuse professionnelle de pole dance, en 2015. Mais en 2019, ils se sont séparés. Et à ce moment-là,
la vie amoureuse de Batista a de nouveau fait la une des journaux. En 2019, Batista était passé de mégastar de la WWE à héros d'action hollywoodien. Mais cela ne l'a pas empêché de tirer son épingle du jeu avec Dana Brooke de la WWE. Et comment cela s'est-il produit? Sur Twitter. Les deux ont échangé des tweets de drague, ont fixé un rendez-vous et ont fait perdre la tête aux fans qui pensaient à un potentiel couple de pouvoir Batista-Brooke. Mais selon Dana, nos emplois du temps étaient trop chargés. Ce qui signifie en langage de célébrité, nous avons eu un rendez-vous et c'est tout. Au moins, nous avons eu droit à l'histoire d'amour la plus drôle jamais racontée à la WWE par le biais de tweets. Et puis, il y a l'affirmation la plus folle de toutes. Selon The Great Khali, Batista a couché avec toutes les divas de la WWE dans sa jeunesse. Chaque, toutes. Est-ce vrai? Probablement pas. Mais avons-nous tous apprécié d'imaginer Batista traversant tout le vestiaire des divas comme s'il participait à un Royal Rumble? Absolument. Bien sûr, cette affirmation ne repose sur aucune preuve, et même les fans ne l'ont pas cru. Mais bon, si Khali le dit, c'est que c'est vrai. Non, en fin de compte, les fréquentations de Batista sont à l'image de sa carrière à la WWE, c'est-à-dire qu'elles sont nombreuses. Que ce soit sur le ring ou dans la chambre à coucher, The Animal avait une règle. S'il voulait quelque chose, il le prenait. Et si nous avons appris quelque chose de son palmarès, c'est ceci. Lorsque Batista explose, c'est généralement dans un film, pas dans la chambre à coucher. En parlant de chambre à coucher, avant que la WWE n'utilise le terme diva, il y avait Sunny, une femme dont l'impact sur le catch s'étendait bien au-delà de ses performances à l'écran. Elle était la femme la plus téléchargée sur Internet en 1996, un facteur majeur dans le changement de la WWE vers le sex appeal. Et, dans les coulisses, elle était aussi tristement célèbre pour ses relations que pour sa carrière. D'une histoire d'amour tragique avec Chris Candido à une liaison dans les vestiaires avec Shawn Michaels, en passant par une série de rumeurs de liaison avec des catcheurs de différentes promotions, la vie personnelle de Sunny est devenue aussi célèbre que son succès professionnel. La carrière de Sunny a débuté aux côtés de Chris Candido, son amour de lycée et partenaire de longue date. C'est Candido qui l'a initié au catch et ensemble ils ont percé à la Smoky Mountain Wrestling avant d'atterrir à la WWE sous le nom de The Body Donnas au milieu des années 90. Jim Cornette l'a vu et a tout de suite su que cette femme était faite pour la télévision. Une fois qu'elle a commencé à parler, sa carrière n'a plus été arrêtée. Mais alors qu'ils ont commencé en tant qu'équipe, leur relation n'est pas restée longtemps parfaite. Alors que la célébrité de Sunny explosait, des histoires ont commencé à circuler selon lesquelles sa loyauté envers Candido n'était pas vraiment irréprochable. La plus célèbre des relations de Sunny en coulisses fut sa liaison de 9 mois avec Shawn Michaels, un secret de vestiaire qui n'en était pas vraiment un. Selon Sunny elle-même, il ne s'agissait pas d'une simple aventure, mais d'une véritable romance qui s'est déroulée alors qu'elle était encore avec Candido. Dans son autobiographie, Sunny déclare « Shawn faisait des choses intéressantes et nous nous sommes amusés dans les vestiaires de tout le pays. X-Pac a même monté la garde pour nous. » X-Pac lui-même a confirmé plus tard qu'il faisait le gay pendant que Sunny et Shawn s'occupaient des affaires en coulisses. Cette affaire est devenue si célèbre qu'elle a été intégrée dans les intrigues de la WWE, notamment en 1997 lors de la querelle entre Shawn et Bret Hart. Lors d'une promotion, Shawn a lâché la désormais célèbre phrase « Sunny Days », insinuant que Bret couchait également avec Sunny. Le problème, ce n'était pas vrai. Cela a rendu Bret Hart furieux et a conduit à une véritable bagarre en coulisses. Aujourd'hui encore, la promotion de Sunny Days est considérée comme l'un des moments qui ont aggravé la querelle entre Hart et Michaels, contribuant finalement au Montreal Screwjob. Selon un initié de la WWE, Shawn et Sunny avaient quelque chose de réel, mais ce commentaire sur Sunny Days a entraîné Bret dans un drame avec lequel il n'avait rien à voir. Shawn n'était pas le seul nom lié à Sunny pendant sa carrière à la WWE. En 1996, Sunny aurait eu de brèves aventures avec The British Bulldog et Ahmed Johnson. En 2000, lors de son passage à l'ECW, elle a été liée à Sabu. Plus tard, elle a rencontré Dolph Ziggler et Chris Masters. L'une des plus grandes rivalités de Sunny en coulisses a été celle qui l'opposait à Sable. En 1996, Sunny était la première actrice de la WWE
WWE. Elle gagnait énormément d'argent, vendait des tonnes de marchandises et bénéficiait du soutien de Vince McMahon. Puis Sable est arrivée. Sonny était la femme la plus téléchargée en 1996. Mais dès l'arrivée de Sable, la WWE a commencé à la pousser à bout. Sonny ne l'a pas bien pris. La tension entre elles était réelle. Sonny accusant Sable de lui voler la vedette. Sable est devenue la nouvelle favorite des fans et Sonny n'a pas apprécié. Les tensions en coulisses n'ont fait qu'empirer au fur et à mesure que la WWE se rapprochait de Sable et s'éloignait de Sonny. Deux belles blondes dans le même vestiaire? Il y avait forcément un problème. En 1998, la WWE s'est rangée du côté de Sable et le temps de Sonny au sein de la compagnie a pris fin. Sonny quitte la WWE en 1998 et bien qu'elle ait travaillé à l'ECW et à la WCW, sa carrière n'a jamais atteint les mêmes sommets. Au milieu des années 2000, le nom de Sonny est davantage associé à des scandales qu'au catch. Ses combats contre la toxicomanie sont devenus publics. Ses relations sont devenues des sujets de tabloïds. Sa réputation d'ultime bombe des coulisses du catch lui colle à la peau. Même après avoir été intronisée au la Hall of Fame de la WWE en 2011, elle laisse rester une figure controversée. Sonny a changé la donne pour les femmes dans le catch. Mais sa vie personnelle a pris le pas sur sa carrière et c'est ce dont la plupart des gens se souviennent. L'impact de Sonny sur le catch est indéniable. Elle a été la première star féminine grand public de la WWE. Elle était plus populaire que la plupart des catcheurs des années 90 et elle a eu l'une des réputations les plus folles de l'histoire de la WWE en coulisses. De Chris Candido à Shawn Michaels, des aventures dans les vestiaires aux rivalités réelles, elle était la reine de la controverse. Sa vie a été un mélange de succès, de scandales et d'autodestruction. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, l'histoire de Sonny est l'une des plus folles de l'histoire de la WWE. Quel catcheur de la WWE est, selon vous, le plus grand obsédé sexuel? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.